Créer, créer, créer et vous vous imposerez. Ces mots sont ceux d'un travailleur acharné, un autodidacte né à Yaoundé, d'une mère mannequin et d'un père champion de boxe. Le mélange de la beauté et de la force. Un couturier qui a construit sa légitimité et ne l'a pas décrétée. Iman Aïssi, seul couturier d'Afrique subsaharienne intégré par la Fédération de la haute couture et de la mode, se dévoile dans un livre Grande Couture. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour à vous, Iman Aïssi. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur le plateau de France 24. Merci. Vous sortez donc votre premier livre, c'est bien cela? C'est le troisième livre. Troisième livre. Les deux premiers livres, c'était sur le registre des contes imaginaires. Et okay. Là, c'est plutôt... Mais là, vous parlez, vous êtes très personnel. Oui, ouais. Et là, c'est la réflexion sur la mode et le luxe. Bon, alors voilà, vous nous embarquez dans votre atelier, sur vos podiums aussi, dans l'industrie de la mode. Vous livrez aussi votre regard sur le rapport que l'Afrique entretient avec la mode, mais aussi avec ses créateurs. Et puis, vous vous adressez aussi aux jeunes créateurs. On va en parler dans un instant, avec un message qui est un peu le fil rouge, en tout cas à mon sens, dans ce livre, le temps long. Vous en faites l'éloge un peu à contre-courant de notre époque où tout va très vite. Le temps, c'est un vrai médicament. Le temps en dit long. Le temps, c'est beaucoup de choses. C'est aussi le temps, c'est le luxe. Et aujourd'hui, par contre, aux jeunes générations d'aujourd'hui, qu'ils ont l'impression ou qu'ils ont l'intention, parfois, ils veulent s'aimer le maïs aujourd'hui, le manger le lendemain, ça n'existe pas. Je crois qu'il faut construire. Construire, ça prend du temps. La réflexion, il faut aussi la pensée, prendre son temps pour apprendre aussi ce qu'on va s'aimer dans notre vie, prendre dans notre environnement, dans ce monde qu'on vit. Le monde aujourd'hui, c'est un grand village. Donc le temps, c'est le luxe. Le temps, c'est un vrai médicament pour moi. Le temps en dit long. Il y a des choses qui nous font aller très vite aujourd'hui en 2026. C'est par exemple l'intelligence artificielle. On est très tenté de l'utiliser pour tout. Est-ce que vous, par exemple, vous l'utilisez pour vos créations ? Il ne faut pas négliger. C'est l'époque, les sociétés, le monde avance. En même temps, c'est à double tranchant. Moi, je fais attention à tout ça. C'est bien beau parce que ça montre l'intelligence de l'homme. Jusqu'où on peut aller. Mais en même temps, ça peut nous jouer des tours. On le voit bien dans tout ce qui se passe comme des choses un peu moins bien façon dans les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est à double sens. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut être lucide. Je pense. Il faut fonctionner en faisant attention. Et je crois qu'on ne peut pas remplacer l'humain par les machines. Là-dessus, je suis assez honnête avec moi-même. Je crois que les machines, ils ont un rôle à jouer dans la société, les sociétés d'aujourd'hui. Mais la main humaine, le savoir-faire de l'être humain, rien ne peut remplacer ça, je pense. En tout cas, l'endurance dans le travail, c'est ce qui vous a permis aussi d'être mannequin pendant 12 ans. Vous diriez que c'est ça qui vous a permis de rester aussi longtemps sur les podiums, plus que votre beauté, plus que votre talent? Bien sûr, j'ai la beauté que j'ai acquise par ma maman, qui était première Miss de l'indépendance au Cameroun, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Mon père aussi, que je salue, il est déjà parti aussi de l'autre côté. Je suis désolé. Je vois que la beauté, c'est une chose, mais la beauté plastique, la beauté intérieure, c'est un tout. Et puis, quand on a cette beauté-là, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, la beauté, même dans la laideur, on peut trouver la beauté. Il faut faire attention. La beauté plastique. Parfois, il y a des gens qui peuvent être très beaux, mais quand ils vont commencer à parler, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des gens qui peuvent être moins beaux, ou même laids. Dans une laideur, on peut trouver une beauté, mais quand ils vont parler, ils sont beaux intérieurement. Donc, j'ai fait attention à tout ça. La beauté de ce monde, c'est quoi? C'est d'abord notre environnement, la relation humaine, c'est une beauté. Et c'est d'une rareté aussi. C'est des choses qu'on doit essayer de maintenir et de promouvoir et de réapprendre. Comment vivre avec la beauté du monde? C'est pas que la beauté plastique, c'est la beauté en général du monde. Alors, comment tout a commencé pour vous? Cette vocation, elle vous vient de qui? Elle vous vient de quoi? Vous évoquez votre mère dans votre livre. Je crois que ma mère en premier, elle était extraordinaire, cette dame. Que j'ai toujours cru que c'était une fée qu'on avait placée à la maison, qu'elle ne m'appartenait pas, alors que c'était bien ma maman. Le monde aussi, le Cameroun, que je respecte, c'est mon pays, les pays africains, la culture africaine. La France, j'ai
j'ai dû réussir dans ces milieux de la mode, du luxe. Travailler dedans, c'est grâce quand même à la France. Donc je remercie la France, Paris. Paris que je connais depuis, avant même que je ne vienne vivre à Paris, je connaissais déjà Paris par les histoires qu'on a acquis par rapport à la tradition à l'ancienne. Même si vous confessez dans le livre, quand vous êtes arrivé pour la première fois à Paris, bon, vous avez été un peu déçu. Là, j'étais déçu. Hein. Alors pourquoi? Parce que mon arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, je croyais que quand j'allais descendre de l'avion, j'allais voir les mannequins de Saint-Laurent, Chanel, Dior, partout, les grandes danseuses de tous les grands cabarets, et la mode, et c'était pas ça. Ah non. Il fallait traverser des kilomètres pour rentrer dans Paris, et encore. Donc, c'est des choses qu'on nous a aussi imposées. À l'époque, quand j'étais enfant, ma maman voyageait beaucoup. Il y avait des magazines comme Jardin de mode, et le Elle, le Vogue, tout ça. Donc, il y a une certaine image de la culture française. C'était une référence, quoi. C'était une référence, et ça, il faut le connaître. Et ça, c'est un peu dommage aujourd'hui. Je me dis toujours, par rapport aussi, je critique personne. Les politiques doivent faire attention de ne pas casser trop ces mythes-là. Ces choses que la France a aussi, l'histoire. Ce pays, la France, c'est comme tous les pays africains aussi, il y a des belles histoires. Même s'il y a eu quoi que ce soit, mais il ne faut pas oublier ce qui a été beau, il faut retenir du beau. En tout cas, ça n'a pas été facile pour vous quand vous êtes arrivé en France. Vous dites, dans la mode parisienne, personne ne me ressemblait. Les créateurs noirs n'existaient pas. Ma présence était devenue, malgré moi, un acte politique. Ça veut dire qu'on ne vous attendait pas à cette place-là. Vous avez surpris, finalement. Je crois que j'ai été assez incroyable. J'étais celui qui ne passait pas inaperçu. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de créateurs. Il y avait des créateurs, mais qui n'étaient pas réguliers. Donc, ça me manquait. Ils apparaissaient et disparaissaient. Je ne comprenais pas ça. Moi, je voulais qu'on voit des créateurs noirs tout le temps, comme les maisons de la grande tradition du luxe, comme Chanel, comme Dior, comme Yves Saint Laurent, comme bien d'autres, Pierre Cardin et autres. Donc, je ne comprenais pas qu'il n'y avait pas des maisons qui appartiennent à des créateurs noirs, qui sont bien installés, tout ça. Je m'étais dit, je veux me lancer, je veux faire comme Dior, je veux faire comme j'adorais Yves Saint Laurent, j'adorais Chanel, Dior ou Lanvin, Madame Jeanne Lanvin, tous ces grandes créateurs, des grandes maisons de luxe françaises. Donc, c'est là où j'étais vraiment, je m'étais dit, je me jetais dans l'eau, je veux faire comme à la guerre. Il faudra que je sois présent tous les saisons. Et je veux voir jusqu'où ça va aller. Je veux montrer que l'Afrique est debout. Que nous aussi, on peut tenir le ficelle qui traîne des gens qui vont à ce grand bal du luxe, qui se passe deux fois par an. Donc, il y a 2 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Parce que c'est vrai qu'on associe l'Afrique à la créativité, mais à la haute couture, à l'excellence, ça c'est plus difficile. On a souvent du mal à associer le luxe avec le monde africain. Pourquoi? Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. C'est d'abord aux Africains eux-mêmes de prendre des choses en compte. La mise en valeur, donner de la valeur à son histoire, voir comment accompagner ses artistes. Est-ce qu'on écoute des savants? Les connaisseurs, qu'on appelle ceux qui ont fait des grandes études. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'il y a des collectionneurs qui achètent de l'art africain? Est-ce que tout ça, c'est du luxe? Et ça, vous le dites aussi dans le livre, vous avez été aussi déçu parce que les clientes africaines, finalement, ne voulaient pas au début de votre produit parce que ça venait d'un Africain. Il y a une négligence, si on peut dire ça ainsi. On banalise les choses. On préfère acheter les choses qui viennent d'ailleurs parce que d'Europe. Ouais, d'Europe. C'est une considération. Quand ça vient d'Europe, de chez les Blancs, je m'excuse du mot, c'est signe de réussite. Alors que non, les Chanel, les Dior, tout ça, ils ont eu un début, ils ont eu des gens qui ont cru à eux, on les a accompagnés et puis ils ont fait une assise internationale et financièrement et le luxe qui va avec. Pourquoi pas en Afrique, on peut aussi accompagner des créateurs africains dans le même élan. Bon, il y a une évolution positive. Aujourd'hui, vous êtes reconnu par toute la profession, et y compris en Afrique. Vous êtes très élogieux sur Paris, mais vous n'oubliez pas vos racines camerounaises. Vous dites ne pas avoir rompu avec votre culture. Et là, surprise, vous expliquez de ne pas utiliser de wax dans vos créations, dans le livre. Surprise,
vous nous apprenez que le wax n'est pas un tissu qui vient d'Afrique. On nous aurait menti alors. Il faut être clair avec soi-même. Je crois que le wax, c'est pas interdit. Même ma maman porte du wax. Je respecte. Mais le wax, c'est une question d'identité, de reconnaissance. Le wax devient un tissu africain à partir de certaines dates historiques. C'est-à-dire les Africains ils l'ont approprié. Ouais, exactement. Ils ont trop porté. C'est devenu le tissu wax et qui a fait beaucoup de mal au vrai textile africain parce que alors c'est quoi? C'est le raffia? L'Afrique a toujours eu son vrai textile africain qui est le raffia, le kanté, les kenté qui viennent du Ghana, les fasos d'Anfadi de Burkina Faso, les voiles de coton mauritanien, le ndop du Cameroun, il y en a. Mais le monde évolue, donc le wax a sa place, mais il faut mettre les points sur les i, il faut éclaircir les choses. Je n'amène pas l'industrie de wax comment on dit, je les amène par injustice ou leur faire un procès. Hors de là. Oui, c'est juste là, pour être clair. Quoi, alors vous portez quoi? Alors là, je porte une chemise froissée. Oui, non, mais ça, c'est fait exprès. C'est froissé exprès, c'est le style, c'est la mode. Ouais. Donc, c'est fait par moi-même. Oui, et avec quelle matière? Alors, c'est du coton froissé ondulé. Et c'est ça qui donne cet effet un peu brillant. On aurait dû du cuir de loin, c'est du coton. Et dehors, vous ne brûlez pas avec la chaleur, ça va? Il fait un peu chaud, hein, mais bon, il faut être stylé. Ouais. Un dernier mot sur les défilés, parce que vous dites que ce sont des moments essentiels, c'est même la consécration. Parlez-nous un peu de ce que vous ressentez quand vos mannequins défilent avec vos créations. Vous parlez de rapport de force avec le public. C'est beaucoup d'émotions. Et tant que le premier mannequin n'a pas encore franchi le podium, on est dans un espace je pourrais dire, sur un nuage. On attend le premier passage et à voir la réaction des invités, surtout les journalistes et les clientes. Donc, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup comme c'est du live, ça se passe en live. Donc et c'est aussi inaccessible pour le public. Non, les défilés de mode ne sont pas ouverts à tout le monde. Ah oui. C'est un public bien réservé. Donc les professionnels, je veux dire. Donc les journalistes, les clientes, les acheteurs, tout ce qui est l'industrie de la mode. Ah oui. C'est pas ouvert à tout le monde, je suis désolé. Iman Aïssi, qui se livre et qui se raconte, c'est passionnant, ça sort chez Débat Public, Grande Couture. On vous le conseille. Merci beaucoup, Iman Aïssi, d'avoir été notre invité. On vous souhaite bonne route et de bonnes créations. Merci beaucoup.